Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur ABC Talk TV. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale car nous allons vous donner des dates. Il y a une tournée en préparation et nous allons parler d'un sujet peut-être que vous mettez en application dans votre vie de tous les jours. Ce sont les rites et les rituels. Est-ce que vous avez des rituels dans la vie? Est-ce que, alors ça ne veut pas nécessairement dire des rituels spirituels ou religieux, il y a aussi autre chose dans les rites et les rituels. C'est ce que nous allons essayer d'élucider, de vivre avec des rituels permettrait de vivre de manière plus sereine dans ce monde en mouvement, dans ce monde qui se révèle de plus en plus incertain. C'est ce que dit mon invité, vous le connaissez, c'est un habitué de la maison et c'est un ami. Il s'appelle Thierry Janssen, nouvel ouvrage, Inventer des rituels contemporains pour vivre justement dans un monde complètement incertain. Et cette grande tournée qui s'annonce, les dates arrivent maintenant, on en parle. Il est sur les KBC. Les canapés, c'est mieux, parce que les KBC, c'est pas ici. D'ABC, à tout de suite. Je crois que c'est bien la première fois que je dis les KBC. Hein. Je n'ai jamais, je ne sais pas d'où ça sort. Bonjour Thierry. Les KBC, alors ça c'est quand même... Moi ça me fait rire parce que c'est les initiales de ma banque en Belgique. Ah oui, c'est vrai. La Credit Bank. La KBC. La KBC, et oui, exact. Et je crois que c'est un logo bleu. Oui. C'est un logo bleu, ouais, je crois que c'est ça. Comment vas-tu mon cher Thierry? Je vais bien. Je suis ravi de t'accueillir encore une fois sur ces canapés parce que nous allons parler d'abord de ton nouvel ouvrage. Nous allons parler aussi de cette tournée qui s'annonce, 6 dates. Ouais. Et j'ai fait une petite vidéo, pas plus tard que ce matin, pour expliquer justement qu'on allait enregistrer ensemble et qu'on te donnait les dates de tes tournées et de tes villes en France. Et les gens, j'ai eu des réactions de gens qui me disaient, mais aussi peu, il n'y a que 6 dates. Ah. Ça veut dire, mais c'est ton emploi du temps. Oui, puis c'est peut-être un commencement. Je veux dire par là qu'on est au mois de printemps, là, avril-mai, et puis il a fallu décider ça un petit peu rapidement. Ouais. Et du coup, j'ai casé ce que je pouvais dans mon agenda jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, en 2024, il y aura probablement d'autres choses. Tu tiens au présentiel. Hein. Ah oui, c'est important. Oui. Se retrouver Quand je pense face qu'on aux était il y a gens, 3 face au ans, public. Ah oui, bien on sûr. était chez nous tout seul. Ouais. Non, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, c'est pas si simple de développer du présentiel aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont installés dans une sorte comme ça de facilité. Et c'est tellement dommage parce que c'est pas la même chose quand on est réunis et qu'on partage les choses. Hein. Pourtant, tu fais des choses aussi en distanciel avec. Mais pas beaucoup. J'en ai fait avec. Des petites méditations. Voilà, j'en ai fait ici avec ABC Ouais. Talk parce que justement, je voulais qu'il y ait une trace d'un enseignement de la méditation que j'enseigne à l'école de la posture juste. Mais en dehors de ça, non, parce que je pense que ça peut être une bonne base. Mais après, si on veut aller plus loin, il faut quand même se rencontrer. Alors, ce petit bébé, ce petit nouveau, inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Il est ici, c'est aux éditions Guy Trédaniel, que je salue au passage. C'est le petit dernier. Il est né quand, lui? Ah ben lui, il est né là dans les mois qui ont précédé et je ne pensais pas du tout à ce que ce livre existerait un jour. Bah oui. Ce n'était pas du tout dans mes projets. Et c'est un ami, Jean-Philippe de Tonac, qui est un ami de 20 ans, ou plus de 20 ans. Qui a écrit un très bel ouvrage d'ailleurs. Oui, sur la vulnérabilité des hommes. Il a écrit de très beaux livres, ça c'est le dernier. Et en fait, Jean-Philippe a toujours eu dans ma vie un espèce de rôle de catalyseur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'écrivais pas et il m'a dit « tu vas écrire des articles dans le Nouvel Obs ». Et il m'a fait écrire dans les hors-séries du Nouvel Obs et ça m'a appris à écrire. Puis après, je voulais changer d'éditeur, j'étais chez Robert Laffont, je ne savais pas très bien pour mon livre La solution intérieure où j'allais pouvoir trouver le bon berceau. Il m'a dit « je vais te présenter un éditeur ». Il m'a présenté Henri Trubert qui était chez Fayard à l'époque et c'est grâce à Jean-Philippe. Et puis là, on a une conversation au téléphone et on parlait de la vie, de tout et de rien quelque part. Et puis à un moment donné, il me dit « est-ce que tu te rends compte que il y a 2 ans, lors du premier confinement, tu as mis en place une sorte de rituel contemporain ?» Et je lui dis « non, je ne vois pas de quoi tu parles ». Il me dit « ben si, ces méditations que tu as fait pendant 45 jours d'affilée pendant le premier confinement sur Facebook, eh c'était devenu comme un rituel et ça a aidé beaucoup de gens. » Et il me dit, tu devrais réfléchir à la place des rituels dans notre vie, dans nos sociétés.
Et alors on a commencé à parler, et en parlant, il y a un livre qui s'écrivait. Et à la fin de notre conversation téléphonique, il m'a dit, alors tu l'écris ce livre? Je dis, ben écoute, c'est vrai qu'il y a matière, je sens bien que ça me travaille, on va voir. Et puis finalement, je l'ai fait. Rite, rituel, deux définitions. Oui. Quelles sont ces définitions d'ailleurs? Oui, c'est important de faire la différence. Parce qu'au départ, moi, je ne la faisais pas vraiment. Je n'avais non plus pas vraiment réfléchi à ça. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que les rites répondent à un besoin. C'est quelque chose qui émerge dans la vie d'une société ou dans une vie personnelle, parce qu'il y a un besoin qui demande une forme de réponse. Et puis, les rituels sont la manière de manifester l'intention qui est dans le rite. Je prends toujours cet exemple que j'ai cité notamment dans le livre, du baptême. Parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut un peu appréhender. Le baptême, c'est un rite qui répond à un besoin, au besoin d'intégrer une nouvelle personne dans la communauté, de lui transmettre des valeurs, de lui signifier son appartenance à cette communauté, et aussi pour la personne qui est baptisée, de signifier son engagement vis-à-vis de la communauté. Donc ça, c'est le besoin. Et il y a cet élan qu'a donné le rite du baptême. Et si ce rite a perduré si longtemps dans l'histoire de l'humanité, c'est sans doute qu'il avait vraiment une place et qu'il répondait à un vrai besoin essentiel. Maintenant, le rituel du baptême, lui, il peut varier d'une société à l'autre, et même d'une époque à l'autre. Et encore aujourd'hui, on ne baptise pas de la même façon chez les protestants, les catholiques ou les orthodoxes. L'âge du baptême peut varier, certains attendent l'âge adulte pour qu'il y ait un engagement profond. Donc ça, c'est simplement la mise en situation, l'actualisation, la manifestation de l'intention qui était dans le rite du baptême. Alors on va voir justement, on va pas trop rentrer dans le détail parce que ça va faire l'objet quand même des conférences que tu vas proposer. Oui. Oh, il y a beaucoup à dire. Il y a évidemment beaucoup à dire, mais je voudrais déjà, parce que je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir où, quand, comment, à quelle heure, on va tout de suite mettre à l'antenne les dates qui sont affichées ici. Les 6 premières villes qui sont concernées, Strasbourg, Caen, Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille. Vous avez évidemment le petit abctalk.fr, c'est pas compliqué, dès que vous arrivez sur la page du site, vous avez l'encart immédiat et vous cliquez dessus et vous serez ensuite redirigé vers les différentes villes. Alors les dates, ça commence au mois de juin, à part Strasbourg, le 24 juin. Ensuite, on sera en septembre, les 2 et 30, respectivement à Caen et Lyon. Il y aura au mois d'octobre Bordeaux. Ensuite, il y aura Marseille le 21 octobre. Et le 18 novembre, ce sera donc pour Lille, précisément. Voilà donc pour les 6 premières dates qui viendront au fur et à mesure s'afficher pendant notre échange. Avant de rentrer dans le détail, et pour expliquer évidemment ces rites et rituels, on a marqué conférences et ateliers. C'était vraiment important aussi parce que il y a ce qu'on appelle ce workshop, ce besoin qu'ont les gens de mettre en application ce que tu préconises et ce que tu offres dans ta conférence. Oui, en fait, le propos de ce livre n'était pas de faire un livre intellectuel sur le sujet, même si j'ai essayé d'y apporter beaucoup de fondements, de références à certaines choses bien précises, mais c'était surtout de dire, plutôt que d'avaler des rituels tout faits, bien sûr, il y en a dans notre patrimoine culturels qui sont très utiles et auxquels on peut se référer, mais faisons attention de ne pas manger des rituels qui ne nous parlent pas ou dont on ne comprend pas bien le sens et de le faire d'une manière un peu répétitive, ce qui n'est plus un rituel alors, c'est une forme d'habitude. Il y a une forme de conformisme. Et du coup, plutôt, essayons d'inventer nos propres rituels, ceux qui répondent à des besoins bien identifiés en nous, et laissons-les émerger. Et je pense qu'il y a une manière de faire qui donne lieu à des rituels qui ne sont pas fabriqués, mais qui sont vraiment inspirés. Et c'est ce qu'on pratiquera avec toi oui. Le soir. Et en fait, ça va rejoindre ce qu'on avait fait ensemble sur ABC Talk, à savoir ces méditations, parce que se mettre dans le bon état pour se laisser inspirer de la profondeur de l'être, de ce qui est toute cette sagesse profonde que nous portons tous, pour ça, il faut que le mental soit apaisé. Il ne faut pas qu'on soit dans nos ruminations et nos discours tout faits sur la réalité. Du coup, après s'être questionné sur la pertinence, l'essentialité de nos besoins,
donc ça va nourrir un rite, hein, eh bien, on va se mettre dans le bon état pour se laisser inspirer et inventer les rituels qui vont faire de nos vies des lieux d'accomplissement et d'épanouissement. Donc, l'après-midi, à partir de 14h30, dans ces villes en question, qu'on vous affiche sur l'écran, on commencera effectivement par une explication de texte, si je puis dire, avec cette conférence et la partie un peu théorique des choses. Et puis on se retrouve le soir, donc dans la même journée, à partir de 20h, 20h30, pour une mise en application où là, effectivement, on essaiera de mettre en application ce que tu enseignes et préconises. Oui. Et si on vient à cet atelier, il faut venir décontracté, avec des vêtements cool, parce qu'on va un peu bouger pour se détendre. Et puis, on va bien sûr méditer ensemble, certainement. Et puis venir aussi avec toute son honnêteté vis-à-vis de soi, d'oser s'avouer ses besoins et ses inspirations à ritualiser, et beaucoup d'authenticité avec les autres, puisqu'on est là pour partager et se rendre compte que quand on est dans notre humanité, on partage des choses très communes, très semblables. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de ton ouvrage, tu expliques qu'avant de commencer l'écriture, tu as questionné, tu es allé voir, tu as demandé à une centaine de personnes. Ah oui. Oui, j'ai fait ça parce que, en fait, comme j'ai dit, je ne voulais pas faire un livre intellectuel. J'ai fait des livres avec plein de références, plein de documentation, la solution intérieure, la maladie est un sens, le défi positif, c'était des livres très, très documentés. Ce n'était pas le propos ici, et donc, je voulais que le livre soit habité par des choses très vécues, concrètes. Et du coup, j'ai la chance d'avoir des rencontres très faciles à travers des conférences, bien qu'on a eu moins avec le Covid et tout ça, mais surtout avec l'école. Et donc j'ai interrogé, plus qu'une centaine de personnes sur comment les rituels prennent corps dans leur vie, quels sont leurs rites, à quoi ils se réfèrent. Et c'est très étonnant. Et après, j'en ai cité certains, un bon nombre comme ça, en catégorisant aussi le type de rite qui se dégage de cette petite enquête, qui n'est pas exhaustive, mais qui peut nous indiquer pas mal de points de réflexion. Et c'est étonnant de voir comment les gens ont une créativité pour justement ritualiser, poser des actes avec intention par rapport à des besoins dont ils ont pris conscience. Alors effectivement, on parle du décès, on parle du mariage, on parle de la vie de famille. On parle des liens que l'on pourrait avoir un peu plus intimes avec son conjoint, sa conjointe, tous ces sujets. Les étapes de la vie aussi, la puberté, l'apparition des premières règles, tout ça, on sent bien dans nos sociétés où finalement tout ce qui était de l'ordre du rituel était rattaché au religieux. Et nos sociétés se sont détachées du religieux, l'ont même parfois un peu diabolisé, en tout cas l'ont remisé dans un secteur bien cloisonné. Et du coup, dans nos vies quotidiennes, nous manquons probablement de rituels. Alors on va parfois en chercher, et puis il y en a des spontanés où on se réunit dans des rave parties ou des méga concerts. Oui, parce que ça, c'est aussi des rituels. Ça peut l'être si on est conscient de pourquoi on y va. Maintenant, évidemment, tout dans nos sociétés est récupéré par l'argent, en tout cas par la volonté de faire de l'argent avec les choses. Et du coup, il faut se méfier que les rituels ne soient pas instrumentalisés pour justement simplement asservir les gens ou les emprisonner dans des modes de fonctionnement. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des gens qui pratiquent des rituels sans le savoir? Oui, plus qu'on le croit. Après, il faut vraiment, je crois, faire la différence entre les habitudes qu'on peut avoir, les routines qui nous rassurent. Et qui n'en sont pas pour le coup alors? Et qui sont des rituels en un sens, mais comme ce n'est pas du tout conscientisé, il n'y a pas une intention bien précise là-dedans. Et le premier effet qui va s'en dégager, c'est un effet d'apaisement. Que ce soit les rituels et toutes ces routines ou ces habitudes, ça nous apaise. Parce que dans notre cerveau, on a une zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, qui est une sorte de détecteur de sens. Et quand les situations que nous vivons n'ont pas de signification, on ne voit pas de direction, donc pas de sens à tout ça, que tout nous paraît un peu absurde, ce cortex singulaire antérieur génère de l'anxiété, du stress. On ne pourrait pas vivre dans ce stress et cette anxiété parce qu'on ne pourrait pas penser, on ne pourrait pas agir, et puis notre corps serait affaibli parce que notre système immunitaire serait impacté. Et donc,
le fait de ritualiser est un acte de bonne santé dans le sens où ça apaise ce cortex singulaire antérieur, ça nous donne des repères, ça nous permet de donner du sens à ce que nous vivons, ça nous permet d'imaginer pouvoir avoir une forme d'interaction avec ce que nous vivons, voire une forme de pouvoir sur ce que nous vivons. Et tout ça est très bénéfique. Et il n'est pas étonnant que depuis que l'être humain est humain, il ritualise. Hein. Et il n'est pas étonnant non plus qu'on voit apparaître des grands rituels collectifs au moment où les êtres humains se sont rassemblés en grand nombre dans des villes au néolithique, quand l'être humain s'est sédentarisé, dans les grandes villes au bord du Nil, de l'Euphrate, de l'Indus. Et là, le degré d'anxiété augmentait parce que prévoir les réactions de l'autre quand on vit dans sa petite communauté, comme on le faisait au Paléolithique, quand on était des chasseurs-cueilleurs, c'est relativement aisé. Mais une fois qu'on vit dans des grandes villes, plusieurs centaines, plusieurs milliers, là, on est beaucoup plus dans l'insécurité. On ne sait pas si l'autre va être du même avis que nous, s'il va participer aux mêmes travaux dans les champs ou partir à la chasse avec nous. Et du coup, ritualiser a permis de réunir les êtres humains et ça a été le début des grandes religions. Alors c'est vrai parce que on a, c'est ce que je disais dans la présentation, c'est qu'on a souvent tendance à dire que quand on parle de rituel ou de rite, il y a tout de suite une connotation soit religieuse, soit spirituelle. Ah oui, alors que c'est pas du vrai du tout. Alors que c'est pas vrai. Et alors, moi personnellement, j'aime pas beaucoup utiliser l'adjectif laïque parce que souvent on l'utilise pour se différencier des religions et de mon point de vue, la laïcité devient une forme de religion. Elle a ses dogmes, elle a ses impératifs et ses obligations, etc. Je préfère dire, voilà, il y a des rituels qui ne sont pas religieux, pas reliés à une pratique religieuse, et il y a des rituels qui sont plutôt d'ordre politique, mais politique dans le sens la vie de la police, la vie de la cité. Quand on porte les cendres de Simone Veil au Panthéon, c'est un rituel politique dans le sens où il participe à la vie d'une cité, à la vie d'un pays, d'une population qui va y voir un symbole fort et qui va pouvoir se rassembler autour d'une idée, d'une valeur commune incarnée par l'être qui est porté au Panthéon. Et donc, rendons-nous compte que beaucoup plus de rituels dans nos vies quotidiennes qu'on ne l'imagine. Et quand aujourd'hui on a un soldat qui meurt au Tchad ou dans un de ces pays où il y a de l'instabilité et des guerres, on rapatrie son corps et on le retrouve dans la cour des Invalides pour en faire des funérailles nationales. Alors, c'est parfois un peu étonnant de se dire, tiens, on choisit une personne pour faire une funéraille nationale. Mais c'est aussi une façon de ritualiser, de se rappeler certaines valeurs que l'on a, certaines nécessités d'être en cohésion autour de ces valeurs. Et il peut même y avoir une instrumentalisation, alors politicienne pour le coup, des rituels. Et les dictateurs savent ça très très bien. Oui. Est-ce que ces rituels rassurent? Et est-ce qu'ils sont faits pour ça? En tout cas, ils ont cette fonction biologique de donner du sens, de donner des repères, d'apaiser ce cortex singulaire antérieur. Donc oui, ça nous rassure de ritualiser. Notez les dates. La tournée de Thierry Janssen à partir du mois de juin, ça s'affiche sur votre écran. Strasbourg, Caen, Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille. abctalk.fr pour les informations et les réservations, bien entendu. Première partie, l'après-midi, conférence à partir de 14h. Et puis ensuite, le soir, il y a ces ateliers qui permettront justement de mettre en application tout ça. Alors, on a parlé... Mais je voudrais dire quelque chose, parce que il va y avoir une date à Bruxelles qui ne sera pas organisée avec ABC. Et je le dis pour les Belges qui regarderaient l'émission, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a, ouais. Mais il y aura une date à Bruxelles le 22 mai, avec un atelier le week-end d'après, je crois, parce qu'ils n'ont pas pu mettre ça le même jour. Mais ce que je voulais dire, que pour moi, de repartir comme ça sur les routes de France et de Navarre, comme on dit, c'est avant tout une opportunité pour rencontrer les gens, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Parce que d'abord, personnellement, c'est sans doute pour ça aussi que j'avais instauré ce rituel du rendez-vous sur Facebook. Je voulais rester en lien avec les gens. Mais alors maintenant, alors j'ai la chance à l'école que les gens viennent à l'école, ou viennent aux grands ateliers d'été et tout ça. Mais là, d'aller comme ça dans les villes, retrouver les gens chez eux, ça va être bien. Ça va être bien, j'en suis sûr, et on sera à tes côtés. On parlait juste, j'aimerais savoir dans ta vie de tous les jours, à toi, quels sont tes rituels? D'abord, je me suis rendu compte que je ritualisais beaucoup. Après,
moi j'avais toujours mis ça sur le compte d'une forme de rigidité. Je suis une personne un peu rigide. Carré. Carré, en tout cas, j'ai besoin que les choses soient bien claires, que voilà, ça me rassure. J'ai besoin que tout soit bien propre aussi. Et voilà, c'est comme ça, une personnalité un peu rigide. Mais le bon côté de ça, c'est que je suis une personnalité rigoureuse. Ça, c'est le bon côté. Il ne faut pas être raide, parce que raide, c'est anti-vie, mais rigoureuse, c'est pas mal. Ça peut aider. Après, je me disais, oui, ben, tes habitudes, là que tu as, comme ça, très organisées, carrées, c'est un peu trop de rigidité. Puis je me suis rendu compte que non, finalement, bon, je dois faire attention de ne pas les imposer aux autres et de ne pas devenir invivable avec ça, mais pour moi, c'est absolument bénéfique. Je vais te donner un tout petit exemple. Je fais mon lit tous les matins. Et avant de quitter ma chambre, j'aère, et puis je vais prendre ma douche, et puis après, je fais le lit. Et quand je rentre le soir, je dis ça dans le livre, eh bien, j'ai l'impression de rentrer dans une chambre d'hôtel 5 étoiles. Le lit est parfaitement... Enfin, c'est une couette. Hein. Oui, c'est une couette, mais quand une couette a été bien, et les oreillers bien battus, et tout ça, c'est pas mal. Hein. Non, et en fait... je me suis dit, Thierry, tu es un peu rigide par rapport à ça. Ouais. Et puis non, parce que non seulement, bon, il y a un sens esthétique dans ma vie qui est nourri par cette harmonie, ce que j'appelle la beauté, qui n'est pas des critères très établis, mais une forme d'harmonie. Deuxièmement, il y a une forme d'hygiène dont j'ai besoin. Et puis troisièmement, c'est un rituel pour me faire plaisir. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà connu tout ça, mais rentrer dans une chambre d'hôtel toute fraîche, merveilleuse, c'est un plaisir. Oui, c'est vrai. Eh bien, pourquoi je ne l'aurais pas chez moi? Et donc, je ritualise le matin à faire de cette chambre une chambre d'hôtel magnifique. Et tu le fais dans cet ordre-là? C'est-à-dire que tu te lèves, tu prends ta douche, et ensuite seulement tu fais le lit? Oui, parce qu'il faut qu'il est aéré. Ah oui, d'accord. Donc, je laisse aérer, j'ouvre les fenêtres en grand, et puis, et puis après, T'en as d'autres? Ah oui, beaucoup. Hein. Par exemple, là, je viens de faire la sélection des candidats qui commenceront l'année prochaine, enfin au mois de septembre à l'école. Alors je reçois beaucoup de candidatures et ça fait maintenant 9 ans que je fais ça. Eh bien, j'ai mon rituel. Et je me suis surpris encore hier, j'en riais de moi-même parce que j'ai fait ça tous les 2 jours qui viennent de précéder, que c'est toujours la même façon de mettre mes paquet avec les gens, les hommes, les femmes, les gens qui viennent de France, de Belgique, pour respecter les proportions de candidats par rapport aux candidatures, etc. Et il y a une espèce de façon de fonctionner qui fait que voilà, je donne même un côté sacré à cette démarche. Je prends un vrai respect de ces candidats. Après, il y a le rituel d'appeler tous les candidats, qu'ils soient accueillis ou pas accueillis. Tout ça fait partie, et dans un ordre bien précis. Je m'entendais répéter ma phrase, je dis, mais c'est la même phrase que je disais l'année dernière. Et ce n'est pas du tout un truc automatique, alors autant enregistrer un message tout fait. Mais il y a quelque chose là où je me dis, cette phrase est vraiment respectueuse, elle pose ce que j'ai vraiment envie qu'ils sentent de notre premier contact. Et je sais pourquoi je la dis comme ça. Et voilà, ça c'est une façon de ritualiser. Alors sur cette méthodologie, certains pourraient se dire, oui mais attention, on est à la limite du rituel obsessionnel et donc du rituel pathologique dont tu parles d'ailleurs dans ton livre. J'ai fait un petit chapitre dans le livre sur cela, enfin je dis un petit chapitre, les chapitres sont courts, donc de toute façon c'est un chapitre court. Mais oui, il y a un chapitre sur les rituels que j'appelle pathologiques, qu'on pourrait appeler les routines des gens qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Et puis il y a les troubles obsessionnels compulsifs. Ouais. Dans les troubles obsessionnels compulsifs, là, il y a vraiment, mais c'est le même principe, un besoin de se rassurer à travers la répétition de certains gestes. Alors, c'est le même principe que dans le rituel, sauf qu'il n'y a pas du tout de conscience par rapport à ça, que souvent, ces gestes n'ont pas beaucoup de sens et qu'ils deviennent envahissants et qui ne servent pas la vie. C'est plutôt la vie qui est prisonnière de ce genre de Donc, la seule différence qu'il y a avec le rite bienveillant, c'est le fait qu'on y mette ou pas de l'intention. Oui, qu'on soit conscient de pourquoi on le fait, qu'on se soit posé la question de pourquoi on le fait. Hein. Et c'est là que c'est peut-être dommage que dans les grands rituels, même religieux aujourd'hui, et même les rituels que j'appelle de la police, de la cité, pour ne pas dire laïque, mais ces grands rituels, on ne fait pas suffisamment de pédagogie sur le sens qu'ils ont et pourquoi
on les a construits d'une certaine manière et pourquoi ils sont même pratiqués dans certains endroits. Hein. Je raconte dans le livre qui pense aujourd'hui, quand il y a le défilé du 14 juillet, que le décor dans lequel ce défilé se déroule, a une grande importance. Et que la tribune présidentielle qui est au pied de l'obélisque qui vient de Luxor, cet obélisque égyptien, symbole de la connexion entre le soleil et la terre, entre les dieux, la lumière de la conscience et l'humanité, obélisque qui a été érigé à l'endroit où Louis XVI a perdu la tête. Donc, comme si vraiment la République devait se rappeler de son lien transcendant. Et le défilé se passe là. Ce n'est pas anodin et on devrait nous l'expliquer parce que inconsciemment, je pense que ça nous impacte, cette magnifique avenue des Champs-Élysées, cet obélisque, toute cette perspective, le Louvre dans le fond, mais en même temps, si on nous expliquait toute la symbolique qu'il y a là derrière, on pourrait y adhérer ou en tout cas se positionner d'une façon beaucoup plus consciente. Alors tu disais, tu parlais de ton côté un petit peu rigide, mais en tout cas très carré dont tu as besoin dans ta vie au quotidien. Dans le livre d'ailleurs, tu parles d'une anecdote, l'anecdote à la faculté de médecine notamment. J'ai bien aimé l'histoire des petites boulettes dans la poubelle. Dans la poubelle. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont fait ça. Faut que tu racontes ça. Moi, quand j'étudiais mes examens pour la faculté de médecine, c'était quand même une source de stress parce qu'il y allait avoir un examen après l'étude et il y avait toujours la peur d'échouer. Et donc, je me rassurais en jetant des boulettes de papier, de mes feuilles de brouillon comme ça, dans la poubelle que je mettais volontairement assez loin de ma table de travail. Et puis je jetais, et puis si j'arrivais à en mettre 5 d'affilée dans la poubelle, eh bien je réussissais l'examen. Mais si je n'y arrivais pas, mais alors, c'est là que le cerveau humain est fascinant, je recommençais 1 heure plus tard. Et quand j'y arrivais, j'étais rassuré. Mais tu sais que tout le monde fait ça. Mais je sais. Alors, pas nécessairement avec les boulettes, mais tout le monde fait ça. C'est-à-dire que je prends par exemple, j'ai un ami l'autre jour qui me dit, je lui dis comment tu te motives à aller courir régulièrement et aller faire ton footing. Et il me dit en fait, je me mets des objectifs sous forme de rituel en disant, si j'arrive à atteindre l'objectif qui est à 2 km, eh bien, j'aurais réussi mon pari et donc j'aurais réussi mon objectif. Absolument. Et il ritualise sa course de cette manière-là régulièrement. C'est un rituel. Absolument. Absolument, parce qu'il met de la conscience dans ce qu'il fait, il voit à quoi c'est relié, aux besoins qu'il y a là derrière, dans son rite. Hein. En fait, dans la vie, ce qui compte, c'est l'intention qu'on met dans les choses. On peut faire le même geste, mais avec 2 intentions différentes. C'est comment on habite son geste. Et le rituel, c'est un geste habité. Oui. Notez les dates, encore une fois, si vous voulez partager tout cela avec Thierry dans les villes qui s'affichent sur votre écran de Strasbourg, de Caen, de Lyon, de Bordeaux, Marseille et Lille, et la Belgique, donc Bruxelles, puisqu'il date au mois de mai. Le 22 mai. Le 22 mai précisément, même si cette date n'est pas avec ABC, il est évident qu'on doit en parler. Donc conférence plus atelier, l'après-midi, c'est toujours des samedis. L'après-midi, vous avez la conférence. Vous pourrez évidemment vous procurer le livre de Thierry, puis vous pourrez échanger avec lui, les petites signatures et autres, écouter son expertise. Et puis ensuite, on ira dîner tranquillement et on passera à la pratique, parce que c'est important de pouvoir se mettre en action, comme on dit. Il y a les rites de passage. Ça, les rites de passage. Pourquoi on ne dit pas les rituels de passage, d'ailleurs? En fait, il y a les rites de passage, et puis chaque rite a ses rituels. Un grand rite de passage, c'est par exemple les funérailles. C'est le rite autour de la mort. Mais chaque culture va avoir ses rituels pour manifester les funérailles. Donc oui, on parle des rites de passage avec les rituels qui les accompagnent, mais qui seront, eux, spécifiques à une époque et à une culture donnée. Dans un registre un petit peu plus gai, est-ce que le rituel de passage dans les grandes écoles, par exemple, est-ce que ça aussi, les bizutages. Les bizutages. Est-ce que c'est des fait rituels, partie, ça? Mais bien sûr, ça fait partie.
je ne connais pas suffisamment le terrain en France, mais je le connais mieux en Belgique puisque c'est là que j'ai fait mes études. Mais c'est parfois très codifié, ces moments de bizutage. Dans certaines universités en Belgique, il faut même être habillé d'une certaine manière, ça, il y a des codes. Porter les espèces de cache-poussières de laboratoire qui sont bariolés plein de graffitis, et puis la casquette avec certains gris-gris. Enfin, il y a chaque université a ses traditions, je vais dire. Et oui, moi, je n'ai pas été au bizutage. J'en avais peur. Parce que ça me rappelait trop la cour de récréation où je n'ai pas toujours été bien traité par les autres enfants. Donc, je n'avais pas envie de me soumettre à ça. Parce que ça peut être violent. Hein. Oui, bien sûr. Il y a même eu des dérives. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en même temps, je me rappelle très très bien que je n'étais pas très à l'aise de ne pas avoir participé à ça. Je ne me sentais pas appartenir. On dit d'ailleurs que celui qui ne participe pas à ces rituels de bizutage, il peut être exclu quasiment du système, si je peux dire. Et alors, je vais raconter une chose, mais que je trouve drôle. C'est-à-dire que, comme je n'avais pas été à ce rite de passage du bizutage, il se trouve que lors de ma première année d'études médicales, nous étions, les étudiants, très énervés par la réforme d'un ministre qui voulait mettre un numerus clausus, donc sélectionner encore plus les candidats à ces études. Et donc on avait décidé d'aller manifester au niveau national. Toutes les facultés de médecine du pays devaient se rassembler à Bruxelles. Et je me dis, bon, ça j'y vais. Ce serait une manière quand même d'appartenir, de me sentir relié aux autres. Et puis en fait, j'arrive là-bas avec 2 amis. Et c'est drôle parce que je les ai revus il n'y a pas longtemps, ces amis-là. Et tout ça remonte il y a plus de 40 ans. Hein. Et donc on arrive, il y a un endroit où on voit des manifestants, on se joint au cortège, on les suit. Et puis je suis assez étonné parce qu'il y a beaucoup d'Africains autour de moi. Je me dis, tiens, je dois être dans un groupe d'étudiants venant d'Afrique. Et en fait, j'étais dans une autre manifestation. Et alors, quand on est arrivé devant l'ambassade du pays contre lequel ces gens protestaient, je me suis dit, mais je ne suis pas du tout dans la bonne manifestation. Et le soir, aux informations, comme par hasard, j'ai été filmé et toute la fac savait que moi et d'autres, on n'était pas dedans. Le bizutage, non seulement tu n'acceptes pas le bizutage, mais en plus, pour essayer de te faire intégrer, tu décides d'aller dans les manifs qui ne sont pas les bonnes. C'est incroyable, ça, quand même. C'est drôle. Il n'y a qu'un Thierry Janssen pour faire ça. Le sentiment d'appartenance. Oui, justement. Ouais, exactement. Justement. Et ça, c'est ce qu'on cherche souvent aussi au travers du rituel, quand notamment, alors peut-être pas d'une manière individuelle, mais plus une manière collective pour le coup. C'est appartenir à une communauté. Bien sûr. Alors, on peut avoir des rituels très personnels et du coup se sentir relié à une religion ou à un mouvement qui recommande ces rituels, mais on les pratique seul dans son coin. Et donc, voilà, il y a des gens qui se sentent reliés, par exemple, au bouddhisme, parce qu'ils pratiquent la méditation, vipassana ou autre, comme on l'enseigne dans le bouddhisme. Et donc, ils ont une forte connexion sans, pour ça, vivre dans des monastères bouddhistes. Mais après, bien sûr que le sentiment d'appartenance sera encore plus fort quand le rituel a été vécu de manière collective. Et on sait, même neurologiquement, que quand on effectue par exemple des gestes ensemble, qu'il y ait des chorégraphies, et dans certains pays où les rituels sont utilisés pour aussi diriger les populations, et je disais, les dictateurs savent bien faire ça, eh bien, on fait faire des chorégraphies, etc. Alors, je ne dis pas que par exemple, à l'école La Posture Juste, on fait parfois des mouvements ensemble qui sont issus de la tradition du yoga ou du qigong, par exemple, mais je ne dis pas que nous faisons ça volontairement pour manipuler les gens, mais ça peut mettre en condition dans le cerveau une forme de résonance émotionnelle qui fait qu'alors tout le groupe agit de manière beaucoup plus cohérente, concertée et ensemble, quoi. Parce que tu parles effectivement à l'école de La Posture Juste que tu diriges, que tu as fondée à Bruxelles. Il y a des rituels que tu mets en place. Oui. D'ailleurs, alors j'ai essayé de retrouver sur ma fiche, évidemment, qui au moment où j'en parle n'apparaît pas, mais je l'avais noté. Tu as mis en place quelque chose. Je raconte dans l'ouvrage que justement, moi je crois qu'il faut essayer de laisser émerger les rituels
Voilà. Et je raconte notamment, c'est peut-être à ça que tu fais référence, que lors d'un séminaire d'été, parce que ça arrive régulièrement dans ces grands séminaires, eh bien, j'ai senti, parce que le thème du séminaire, c'était la rencontre du masculin et du féminin, la pacification de ces deux polarités qui sont en chacun de nous, et que je préfère appeler le yin, le yang, enfin ces énergies complémentaires. Et en fait, à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait une charge dans l'assistance, on était une centaine de personnes, une charge importante par rapport aux ancêtres, que justement tout ça réveillait beaucoup de prise de conscience, de conflits qui existaient dans les familles, entre les hommes, les femmes, des malentendus, Dieu sait s'il y en a entre les sexes et entre les êtres humains tout court. Et du coup, avec cette charge, je me suis dit, waouh, il va falloir peut-être qu'on arrive à la canaliser, à l'exprimer. Et alors, je me suis dit, bah, si un petit rituel peut venir manifester ça, moi je suis ouvert. Et donc, à moi-même, je me suis donné l'autorisation de me laisser porter par une inspiration à instaurer un rituel. Et c'était magnifique. Parce que, après la pause du déjeuner, on s'est retrouvés sur la grande tente où ce séminaire se déroulait. Et puis tout d'un coup, j'étais là, dans cet état un peu méditatif, où je suis paisible, mais je laisse venir. Et je sentais vraiment cette assemblée avec laquelle j'étais en lien déjà depuis 2 jours. Et puis tout d'un coup, je me suis levé, j'ai été vers une de mes collaboratrices et je lui ai dit, est-ce que tu veux bien symboliser la lignée féminine de toutes les personnes qui sont ici? Et oui, si tu veux. Je l'ai assise à un endroit, parce que c'était comme ça que le temple, le template, le moule, en anglais le template, le moule de cette manifestation se dessinait pour moi. Et puis j'ai été vers un de mes collaborateurs et je lui ai dit, est-ce que tu veux bien symboliser la lignée masculine de toutes les personnes qui sont ici? Il m'a dit, bah oui. Alors il s'est assis à un autre endroit, en fait, au pied des 2 grands piliers qui portaient cette tente. C'était très beau. On avait comme un temple, du coup, un lieu pour célébrer, pour ritualiser. Et alors j'ai simplement proposé à chacun, s'il le désirait, de venir, mais en conscience, hein, dans un rituel, de venir exercer ce rite de pacification avec les mémoires des ancêtres, de pacification avec le malentendu qui était là peut-être depuis plusieurs générations. Et ça a pris des formes extraordinaires. Ça a duré 6 heures, hein, parce que le temps que tout le monde défile, et tout le monde restait calme pendant les 6 heures, en lien avec ce qui se passait là. On a vu des gens pleurer, des gens, mais se réconcilier avec des choses très profondes, et chacun avec son geste de rendre hommage à ces lignées qui étaient symbolisées par les 2 personnes que j'avais sollicitées. C'était magnifique. C'est fascinant, c'est fascinant. Mais alors, une personne qui, et Dieu sait qu'on en a aussi dans notre entourage, tous, une personne qui n'est pas très au fait de ça, une personne qui n'est pas très ouverte à ça, mais qui a pris conscience en t'écoutant notamment que biologiquement, cérébralement, il y avait un impact et pas négligeable qui plus est. Comment, là, tout de suite maintenant, cette personne peut-elle mettre quelque chose de facile, de pratique, de simple, de quel rituel pourrait-elle mettre là tout de suite pour commencer déjà à ressentir les bienfaits du rituel? Ah, mais évidemment, on pourrait partir d'une situation concrète, mais là, on n'est pas en lien. Si quelqu'un me disait, moi, j'en ai marre de chercher mes clés tous les matins avant de partir travailler, et j'en peux plus de m'énerver comme ça parce que je suis toujours en retard, parce que je ne sais plus où je les ai déposés, je dirais, on pourrait peut-être, puisque vous avez ce besoin d'avoir vos clés à disposition, c'est un tout petit besoin, mais qui n'est peut-être pas si anodin que ça, eh bien peut-être que vous pourriez inventer un petit rituel en rentrant chez vous pour mettre vos clés toujours au même endroit. Mais vous sauriez pourquoi vous le faites. Ce serait ça pas simplement pour faire plaisir à votre partenaire, pour bien ranger la maison. Non, non, parce que vous avez envie de retrouver vos clés demain matin. Donc, tous les soirs, vous allez vous créer l'endroit où vous allez déposer vos clés. Vous savez que vous les retrouverez toujours au même endroit. Et ça paraît un peu simple, mais c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Et du coup, en conscience, la personne aurait pris conscience de son besoin. J'ai besoin de retrouver mes clés, de ne pas m'énerver tous les matins en les cherchant, en sachant pas si je les ai oubliées dans un pantalon ou si je les ai laissées traîner à la cuisine ou sur mon bureau. Et puis, le fait de prendre conscience du besoin et du rite de mise en place de mes clés, de pouvoir les retrouver,
quel rituel j'invente? Et là, ça va dépendre de l'appartement ou de la maison de chacun. Et si dans l'entrée, il y a une petite tablette, eh bien, il peut peut-être s'acheter un joli plateau pour mettre ses clés sur ce plateau. Mais il achète le plateau pour symboliser vraiment son intention de déposer les clés à un endroit. Il a fait la démarche d'acheter. C'est tout ça qui va faire. Oui, c'est ça, absolument. Alors, on peut construire le rituel en fonction d'un besoin particulier. Donc, je ne peux qu'encourager, posez-vous des bêtises, des tout petits besoins, mais à partir de là, vous verrez, il y a des besoins beaucoup plus essentiels qui méritent parfois de mettre en place des rituels. C'est drôle ce que tu dis sur les clés et sur le petit pot ou la petite tablette. Il y a un sketch de Gad Elmaleh, je ne sais pas si tu l'as vu, sur le pot qui sert à rien. Où effectivement, il passe son temps à évoquer. Il y a toujours un truc à l'entrée qui est rempli de n'importe quoi et qui ne sert absolument à rien. Donc peut-être ritualiser ce pot qui ne sert à rien. On peut peut-être lui donner une fonction. On peut peut-être en faire notre hôtel. Exactement. Mais puisque tu parlais justement de ce cortex singulaire antérieur, c'est ça, et des bienfaits biologiques. Comment se fait-il qu'on ne l'enseigne pas, ça? Comment se fait-il qu'on ne l'apprend pas dès tout petit? Il y a tellement de choses qu'on devrait nous enseigner. Non, mais là, c'est parce qu'on a tout le temps ces scientifiques qui passent leur temps à dire oui, mais enfin tout ça, la science n'a rien prouvé, tout ça, donc ce sont des balivernes. Non. Là, c'est prouvé. Bien sûr. Je rends hommage d'ailleurs à Sébastien Boller aussi, qui a écrit de très beaux livres comme Le bug humain, et qui nous montre à quel point notre humanité est prisonnière de ses fonctionnements automatiques. Ce que moi j'appelle ces névroses, et puis comme cette humanité, son cerveau fonctionne d'une certaine manière qui la limite assez bien, et elle peut s'en affranchir, mais elle doit prendre conscience de comment fonctionne ce cerveau. Et notamment, il fait également référence au cortex singulaire antérieur dans ses travaux, basés sur les neurosciences, parce que non pas que je veuille tout ramener aux sciences, parce qu'il ne faut pas faire du scientisme, sous prétexte que la culture est scientifique, il faudrait mettre de la science partout. Et justement, les enfants qui ont l'habitude de ranger leur petite voiture, qui rangent leurs jouets avant d'aller dormir, tout ça peut paraître un petit peu pathologique. Moi-même, je me disais que dans mon enfance, je n'étais pas justement un enfant trop rigide, à vouloir cet ordre, etc. Et on se rend compte que pas du tout. Ça fait partie du développement de l'enfant, de recréer son univers, de créer ses repères, d'assurer sa sécurité par un environnement prévisible qu'il va retrouver au réveil, par exemple, avec tous ses jouets bien rangés, etc. Donc voilà, c'est absolument physiologique et essentiel pour l'être humain. Mais c'est là où il y a une grande différence et peut-être une inquiétude aussi au niveau des parents. On parlait des enfants il y a un instant, c'est de se dire à quel moment on ne bascule pas dans l'obsessionnel et on reste dans le côté rituel qui est absolument essentiel et normal dans le développement de l'enfant. À partir du moment où on rentre dans l'obsession, c'est-à-dire que, comme le mot l'indique, c'est-à-dire que où le comportement finit par occuper un espace beaucoup trop grand et que tout autour enfin, tout dans la vie de l'individu devient tributaire et dépendant de ce comportement. Ça devient pathologique, comme chez certains enfants qui sont sujets à un trouble du spectre de l'autisme, qui ont leur routine, qui les rassure énormément, et puis à un moment donné, ça peut prendre une telle place qu'on ne peut rien changer dans leur univers. Sans ça, ils piquent d'ailleurs des colères. Ils sont très. Parfois, rien que changer la marque du dentifrice peut devenir compliqué. Et donc, il faut comprendre que l'enfant a besoin d'être rassuré par ses repères et ses routines, mais là on est dans du pathologique parce qu'effectivement ça finit par être aliénant plutôt que libérateur et rassurant. Alors, est-ce que tu te souviens, pour terminer l'émission, des 6 types de rites que tu évoques dans ton livre? Oh, je ne sais peut-être même plus. Non, tu peux me les citer. Alors, bien-être personnel, oui. le mieux-être collectif, on a parlé tout à l'heure, le rituel de lien plus profond et plus épanouissant avec l'entourage, le rituel au service d'une meilleure éducation. J'ai vu beaucoup de ça dans l'enquête que j'ai faite auprès des gens. J'ai vraiment été interpellé par le fait que beaucoup de gens se posent cette question et ont ce besoin de prodiguer une meilleure éducation et se demandent comment faire. Et donc, il y a le rite de créer une meilleure éducation, mais il y a des rituels pour ça. Et c'est magnifique les exemples d'inventivité pour se mettre au service de ce rite. Rituel de soin pour l'environnement. Oui.
Oui, c'est aussi... En fait, de cette enquête, elle m'a montré les préoccupations des gens, hein. Alors, je ne dis pas que c'est une enquête qui a été suffisamment bien menée sur un échantillonnage suffisamment grand de personnes pour être représentative de nos populations, mais en même temps, le fait que ça ressorte comme ça, je me dis, ouais, c'est symptomatique de notre époque, et notamment l'environnement. Ben oui, on aurait posé les mêmes questions il y a 20 ou 30 ans. Je ne suis pas sûr que ce rite-là serait ressorti et le besoin de ritualiser par rapport à ça. Et le rituel de retour au sacré. Ben oui. Et pareil, parce que le sacré n'est pas le religieux, encore une fois, même si ça peut l'être, hein, c'est pas grossier d'avoir une religion ou de ritualiser religieusement, mais en même temps, le sacré, c'est vraiment ce qui nous relie à la vie. On donne de la valeur à la vie. Voilà, et c'est aussi ce que l'on va pouvoir servir. Hein, donc, on sent que dans nos populations, de plus en plus de gens, et je trouve que c'est heureux, sont préoccupés par ça. Les rituels, les rites et rituels, voilà un sujet absolument passionnant. D'abord, vous le lirez au travers de l'ouvrage qui va sortir le 4 mai. Yeah. Hein, c'est ça. Le 4 mai prochain aux éditions Guy Trédaniel. Il s'affiche d'ailleurs sur l'écran. Il est ici, Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Et puis la tournée ensuite, les dates de conférences pour rencontrer, bien entendu, Thierry, peut-être vous faire dédicacer le livre si vous le souhaitez. Ça peut être un rituel, ça, une dédicace de livre. Ah, mais ça fait partie, je pense, des rituels des auteurs. Alors chacun va le vivre à sa façon et en fonction d'un rite peut-être différent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez que vous avez un auteur qui est très narcissique et qui a juste besoin qu'on lui dise qu'il est formidable. Ben, il a un rite de auto-valorisation auprès de son public et il va trouver des rituels pour manifester ce rite, notamment un des rituels peut-être la rencontre avec le public qui va lui dire vous êtes formidable. Mais il peut y avoir une toute autre motivation aussi là derrière qui est ok, j'ai besoin de sentir à qui je parle quand j'écris. J'ai besoin d'être en lien, justement. Hein. Et donc, voilà, mon rite, c'est d'être en lien avec les gens auxquels je m'adresse. Et pour être en lien avec eux, il y a plusieurs rituels. Je peux avoir une activité de consultant et rencontrer des gens individuellement. Je peux créer un lieu comme l'école de la posture juste et rencontrer des plus larges publics. Mais je peux aussi aller dans un salon du livre ou après une conférence, créer un espace où on peut quand même se rencontrer. Mais en fonction de l'intention qu'habite le rituel, l'attitude sera tout à fait différente. Celui qui est juste là parce qu'il a besoin que Narcisse soit content, bah, il ne va pas du tout tenir compte des gens. Il va dire, voilà, je vous signe, au revoir, il est content, et il a été admiré. Par contre, si vraiment vous êtes là pour rencontrer, bah, on s'intéresse aux gens. De fût-ce que par quelques petites questions qui montrent que, voilà, on est aussi concerné. Mais c'est passionnant. Et honnêtement, depuis que je te connais, depuis que nous travaillons ensemble, il y a cette question que je voulais te poser, je vais te la poser maintenant. Est-ce que tu fais tout en conscience? Non, je ne vais pas dire tout, mais beaucoup de choses. Parce que c'est quand même ton leitmotiv, hein. Tout faire en conscience. Oui, mais c'est parce que, en fait, moi je ne sais pas comment c'était pour les autres, hein, ça je ne le saurai jamais, mais enfant, et je pense que beaucoup d'enfants vivent ça, j'étais conscient de ce qui se passait. Par exemple, si j'étais fâché, je savais pourquoi j'étais fâché. Je me voyais vivre en fait, même en jouant. Et si j'agissais d'une certaine manière, je voyais l'enfant que j'étais. Donc aujourd'hui, si je mets des mots là-dessus, c'est sans doute que la conscience était présente. Hein. Je n'étais pas juste pris dans mes mécanismes mentaux. Et je pense que ça ne m'a jamais quitté. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, sauf que nos cultures ne favorisent pas le maintien de ça. C'est pour ça que le cycle qu'on a fait ensemble pour ces vidéos en ligne, c'était favoriser un éveil de la conscience. Parce que je crois qu'elle est en chacun de nous, cette conscience, mais elle n'est pas toujours éveillée parce qu'on a été conditionné à laisser notre mental prendre trop de place. Pendant que je parle, je me vois parler, je me sens parler. Donc, si je sens que mon corps se tend, il peut se tendre évidemment parce que je suis pressé de dire quelque chose, j'ai déjà une idée, je veux vous la livrer, eh bien, j'essaye d'ajuster. J'essaye de retrouver un peu de cette justesse qui fait que je ne suis pas en train de m'agiter. Et c'est sans arrêt
un aller-retour entre ma personne, avec mon mental qui fonctionne selon ses conditionnements, ses mécanismes de réflexion, et cette conscience qui voit. Et si la conscience est là, on ne se perd jamais. C'est magnifique. Je vous invite vraiment à nous rejoindre en conférence et en atelier avec Thierry Janssen. Vous allez sur abctalk.fr. Vous regardez bien. Dès que vous tombez sur la première page en fait, du site, vous avez évidemment le petit encart. Vous cliquez dessus et vous avez ensuite l'ensemble des dates qui s'affichent sur votre écran à Strasbourg, à Caen, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille et à Lille. Dès le mois de mai à Bruxelles et puis ensuite au mois de juin avec les dates qui viennent de s'afficher. Et puis vous avez aussi, d'ailleurs sur le même site, vous avez l'enseignement que préconise sur la posture juste, sur l'éveil de la conscience, avec, il y a 14 vidéos je crois. Hein. Il y a 14 oui, modules, on avait fait, 12 ou 14 il y avait 7 modules pour la méditation en mouvement, et il y avait 7 modules pour la méditation là aussi, hein, vous assise. allez voir sur le site, dès la première page, vous cliquez dessus et vous pouvez vous procurer cette masterclass ou dans l'onglet masterclass si vous préférez. Ouais. Tu es content de retourner voir ton public? Oui. Alors mon public, je ne sais pas si c'est mon public, mais en tout cas, de savoir que je ne suis pas tout seul. Ouais. non, mais sérieusement. Bien sûr, tu n'es jamais tout seul avec l'école, avec tout ça. J'ai une famille, j'ai des amis, sûr, mais quand je dis je ne suis pas tout seul, c'est que c'est bon de sentir qu'il y a d'autres gens qui ont les mêmes intérêts, qui ont la même envie d'explorer, qui ont la même envie de se questionner ou de transformer. Et alors, c'est bien de le savoir intellectuellement, mais le sentir quand on est réunis, ça c'est merveilleux. Merci Thierry. Bon retour à Bruxelles. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve très vite et n'hésitez pas. D'abord, vous pouvez questionner juste en bas de cette vidéo, poser des questions à Thierry. Vous pouvez également réserver et puis liker, partager. Vous connaissez le principe maintenant. Allez, au revoir.